Il y a un grand temps consacré aujourd'hui à l'urgence climatique. Le GIEC l'a rappelé il y a quelques semaines. Au rythme actuel des activités humaines, le risque à moyen terme, c'est de rendre la Terre inhabitable avec des températures qui s'envolent. Décarboner le monde, décarboner l'économie, c'est donc une priorité pour le GIEC. La question, c'est comment le nucléaire, par exemple, y a-t-il sa place alors que l'Allemagne en tourne la page aujourd'hui? C'est un sujet qui fait polémique et on va en parler justement avec vous, Pierre-Jean Claus. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne pour le pacte climat. On est aussi avec Pauline Boyer, chargée de la campagne transition énergétique chez Greenpeace, et aussi avec Fabien Bouglet, qui est chef d'entreprise et militant aussi pro-nucléaire. Il a écrit d'ailleurs un livre à ce sujet. Première question, d'abord, je me tourne vers vous, Pierre-Jean Claus. C'est quoi être ambassadeur pour le pacte climat de l'Union européenne? En quoi ça consiste? Comment on est nommé? Mais écoutez, c'est une belle mission d'abord qui, en réalité, peut être celle de n'importe quel citoyen de l'Union européenne. Je m'explique, c'est une opportunité qui peut être donnée aux citoyens de s'engager afin de créer, de changer ou de modifier donc les politiques climatiques à l'échelle de l'Union européenne. Il suffit de s'engager dans une association, au sein d'une entreprise, ou d'avoir en tout cas un projet pour l'Europe. Tout le monde peut supporter le pacte climat, tout le monde peut le soutenir. Alors justement, je vais m'adresser à vous en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne pour ce pacte climat. Un des grands objectifs de l'Union, c'est de réduire ses émissions nettes de CO2 d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Cette ambition aujourd'hui, est-ce qu'elle vous paraît tenable avec la crise énergétique provoquée notamment par la guerre en Ukraine? Écoutez, cette ambition me paraît tenable et je tiens vraiment à souligner que le rôle du pacte climat, il est totalement ancré dans le pacte vert européen qui a été lancé justement il y a quelques années de cela. Selon les chiffres de l'Union, la consommation de gaz dans l'UE a chuté de 19% de août 2022 à janvier 2023. Et c'est un signe que les politiques marchent lorsque la cohésion est au rendez-vous. Et il faut que les politiques nationales, même si l'Union européenne n'a pas cette volonté de s'immiscer dans la politique nationale des États, loin de là, eh bien, il faut faire des efforts afin d'accélérer la transition énergétique et la transition écologique. Alors, vous dites que c'est tenable, d'autres disent que non. On va s'adresser maintenant à Pauline Boyer. Pauline Boyer, l'Union européenne vise la neutralité climatique en 2050. Est-ce que ça vous paraît envisageable aujourd'hui? On voit que les 27 ne sont pas forcément d'accord. Surtout, on l'a vu dernièrement avec la question de l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 et l'opposition de l'Allemagne. Alors déjà, donc il y a 2 semaines maintenant, le dernier rapport du GIEC a été publié. Et donc suite à cette publication, Antonio Guterres a réinsisté sur le fait que les pays développés devaient faire beaucoup plus d'efforts que les pays en voie de développement et viser la neutralité carbone en 2040. Donc au niveau de l'Union européenne, il y a aussi une différence à faire entre les pays en fonction de leur situation et pour accélérer la transition énergétique, aller vers les vraies solutions et pas vers les fausses solutions. Comme aujourd'hui, il y a des tendances, et notamment l'année dernière dans la taxonomie européenne où on considère comme énergie de transition le gaz fossile, alors qu'il faut qu'on arrête d'utiliser des énergies fossiles, et le nucléaire qui bloque la transition énergétique dans de nombreux pays, dont la France. Ça, pour vous, justement, ce ne sont pas des vraies solutions? Non, c'est une distraction, en fait. Le fait qu'en France, le gouvernement... Parce que, en fait, juste pour reprendre vos mots, monsieur l'ambassadeur du climat en Europe, ce sont en premier les États avec leur politique publique et la mise en place de mesures concrètes qui vont avoir un impact massif et rapide sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines années qui sont la priorité. Le GIEC le dit, d'ici à 2030, il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, quand le gouvernement français dit qu'il va reconstruire des réacteurs nucléaires qui mettent 15 ans à 20 ans à être construits, donc c'est complètement hors délai face à l'urgence climatique, c'est une distraction pour éviter de se poser les bonnes questions qui sont comment sortir des énergies fossiles et comment on réorganise la société pour pouvoir, dans tous les secteurs, avoir des modes de vie non seulement décarbonés, mais aussi qui utilisent moins de ressources naturelles.
Bon, j'entends Pierre Bouglet qui rit même. Oui, je suis très amusé parce que recevoir des leçons de Greenpeace qui prônent le modèle allemand, alors que le modèle allemand a prouvé qu'il était un modèle climaticide. L'année dernière, il y a eu une augmentation de 9% de la production d'électricité avec le charbon, qui est passé à 31%. Le mix électrique allemand, c'est essentiellement du charbon, un petit peu d'éoliennes. Et pour autant, l'Allemagne... Oui, mais attention, en 2038, ils doivent arrêter ces centrales charbon. Oui, c'est du charbon de transition, c'est ce qu'ils disent. Ce sont des incantations, comme toujours. Et pour autant, l'Allemagne émet 10 fois, entre 5 et 10 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France. Pourquoi ? Parce que la France a déjà atteint ses objectifs climatiques, puisque la France est un exemple en Europe pour les émissions de gaz à effet de serre, aux alentours de 50 grammes par an de CO2 par kilowattheure produit, alors que l'Allemagne est plutôt à 480 grammes. Donc il y a un hiatus entre le pays Allemagne qui a le record d'éoliennes, le record de charbon, qui a d'ailleurs arrêté d'utiliser du gaz, enfin moins de gaz pour le charbon, et la France qui, justement, par son électricité décarbonée, est un exemple pour l'Europe et que l'Europe doit suivre. Ça dépend pour qui, justement. Et pour Pauline Boyer, je la vois, elle dit non de la tête, justement. J'imagine que pour vous, Pauline Boyer, ces arguments ne sont pas recevables. Bon, déjà, comparer la France et l'Allemagne, qui sont deux pays avec des industries différentes, des populations, une densité de population différente, c'est pas très exact. Greenpeace ne prône pas le modèle allemand. Greenpeace se bat pour la sortie du charbon comme pour la sortie du nucléaire et pour faire en sorte que nous fassions émerger une société qui soit soutenable et qui ne soit pas contaminée, où notre air, notre eau, notre terre, nos corps ne soient pas contaminés. Donc, par la radioactivité, Oui, mais je voudrais quand même... Parlons-en des particules fines. Non, mais c'est intéressant parce que... Attendez, laissez parler Pauline Boyer. Vous parlez d'électricité en France. En France, l'électricité nucléaire, c'est 17% de la consommation en énergie finale de la France. Donc ça veut dire que vous parlez des 17%, alors que tout ce qui reste, il y a une partie un petit peu d'éolienne, mais vu que la France est la plus mauvaise élève de l'Europe, elle n'est pas la mauvaise élève. Elle n'a pas atteint cet objectif. Elle n'a pas d'objectif de renouvelable. Mais vous confondez les objectifs et les moyens. La France émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne. Il faut quand même se résoudre à ça. Je voudrais quand même souligner un point. Oui, mais on va Greenpeace a évoqué, Greenpeace Allemagne, en août 2022, le fait que le charbon, la relance de centrales au charbon était inévitable. C'est sur mon compte Twitter, j'ai repris de façon transitoire. Oui, enfin de façon transitoire. Oui, mais soyons précis. Si vous voulez, de manière transitoire, si vous voulez. Mais enfin, les exemples de l'Allemagne n'est pas une réussite au niveau européen. Il suffit de prendre les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même ça qui est essentiel quand on parle c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et en ce sens, l'Allemagne, la France, la Suisse, la Finlande sont des exemples avec le renouvelable pilotable, c'est-à-dire les barrages hydroélectriques, et le nucléaire que, ne vous en déplaise, madame, est aujourd'hui le système le plus vertueux en Europe. Et, je dirais même plus loin, le système qui a fondé l'Union européenne avec l'Euratom. On va y revenir justement sur cette question du nucléaire. Elle fait énormément débat. Et on va revenir justement sur cette décision de l'Allemagne. L'Allemagne tourne aujourd'hui à la page du nucléaire avec l'arrêt de ses 3 dernières centrales en activité. On va regarder ça tout de suite. Neckar-Westheim, Isar et Emsland. Dès demain, les 3 dernières centrales nucléaires encore en activité en Allemagne ne cracheront plus de vapeur. Si l'abandon du nucléaire est une étape historique et une victoire pour les Verts, pour l'opposition, en revanche, elle est prématurée. Sortir du nucléaire à l'heure actuelle est une grave erreur, un péché en matière de politique énergétique et technologique, un véritable danger pour l'Allemagne. Pour les opposants à la sortie du nucléaire, il est urgent de repousser le démantèlement des centrales, car il n'est pas certain que l'Allemagne dispose à l'avenir de suffisamment d'énergie renouvelable et de gaz pour produire toute l'électricité dont elle a besoin. Mais pour Berlin, il n'y a pas de marge de manœuvre. Exiger le report du démantèlement serait clairement contraire à la loi, car la loi sur le nucléaire stipule que les exploitants sont tenus de commencer dès maintenant à démanteler les centrales.
Prévu de longue date et précipité par l'accident de Fukushima, l'abandon du nucléaire a été voté en 2011 sous l'égide d'Angela Merkel et par une large majorité transpartisane au Parlement allemand. Il faut accepter cette décision politique et préparer l'avenir, développer au maximum les énergies renouvelables et organiser le marché de l'énergie pour qu'il soit capable de relever les défis futurs. D'ici 2030, 80% de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne devront provenir des énergies renouvelables. Les générations futures n'en auront pas fini avec le nucléaire. Pour autant, le démantèlement des centrales prendra des décennies et les barres de combustible continueront à émettre des radiations pendant 1 million d'années. L'épineux problème du stockage définitif des déchets radioactifs n'est toujours pas résolu, et pas seulement en Allemagne. Et on retrouve à Berlin notre correspondant David Philippot. David, comment l'arrêt de ces centrales est vécu dans l'opinion publique aujourd'hui ? Écoutez, c'est une décision encore très controversée. Plusieurs sondages vont dans le même sens. 2 Allemands sur 3 se disent contre l'arrêt du nucléaire car ils craignent pour leur pouvoir d'achat. Il y a la peur que l'arrêt de l'exploitation de ces 3 centrales fasse flamber à nouveau les prix de l'énergie. Mais c'est une grande victoire pour les militants de l'écologie qui se battent depuis des décennies contre l'atome. Il faut savoir qu'ici, ça a été un enjeu, le nucléaire, le traitement des déchets radioactifs dans chaque campagne électorale, alors qu'on sait qu'en France, il y a une sorte de consensus sur le sujet. Mais les catastrophes, et ça a été rappelé dans le sujet, les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima ont renforcé la conviction qu'il fallait sortir du nucléaire, et c'est resté, Marion, très ancré dans la conscience collective. Et David, concernant sa production électrique, le charbon représente encore près d'un tiers de cette production, et je le disais tout à l'heure, en pleine crise énergétique, Berlin peut-il fermer ses centrales, justement, charbon, comme promis en 2038 ? C'est tout l'enjeu, c'est le grand virage vers les énergies renouvelables. Berlin veut faire construire, écoutez bien, 4 à 5 éoliennes par jour et recouvrir l'équivalent de 40 terrains de football de panneaux solaires. L'Allemagne veut aussi accélérer la construction de centrales à gaz d'abord, puis à hydrogène. Le défi est de taille puisque l'objectif, c'est que dès 2030, 80% de la consommation de l'énergie proviennent des énergies renouvelables. Mais d'ici là, pour y parvenir, et ça a été rappelé en plateau, c'est aussi ce qui est critiqué aujourd'hui, c'est que selon une étude de l'université de Stuttgart, l'arrêt du nucléaire va entraîner la libération dans l'atmosphère de 15 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Et que le charbon, Marian, est la pire des énergies de transition, et pour la santé publique et pour le réchauffement climatique. David Philippot en direct de Berlin avec nous. Je vais retourner voir quand même Pierre-Jean Claus, justement. L'Allemagne qui ferme ses centrales nucléaires. Pierre-Jean Claus, la France qui continue de s'y engager. C'est un débat sérieux au sein de l'Union européenne. Et on l'a vu aussi sur ce plateau. Vous, quelle est votre position sur cette question ? Écoutez, je vais vous répondre simplement. Il y a aujourd'hui 106 réacteurs dans 13 pays de l'Union européenne en ce moment. Mais ce que je veux vous rappeler précisément, plus qu'à des chiffres, c'est l'esprit des traités européens. Effectivement, il faut respecter le mix énergétique des pays à chaque échelle, mais également, il faut un principe de neutralité technologique de l'Union européenne. Mais dès lors, ce qui maintenant est défendu par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, que je trouve une position réellement à la fois respectable et cohérente avec la politique de l'Union européenne, c'est de dire le nucléaire a sa place dans le mix énergétique des États membres. Mais ça ne doit pas être une place qui devient prépondérante dans le sens où elle doit prendre le pas sur d'autres technologies renouvelables sur lesquelles nous mettons l'accent, tant par des investissements que par des incitations aux États membres à développer un mix énergétique plus favorable aux énergies renouvelables et en même temps plus profondément ancré dans l'esprit de l'urgence de la transition écologique. Alors, pour ceux qui ne sont pas partisans de l'énergie nucléaire, les arguments sont quand même nombreux, on va les rappeler. Le risque d'une catastrophe, David Philippot en reparlait, qui a marqué évidemment tragiquement les esprits comme à Tchernobyl ou à Fukushima. Les efforts aussi, la pollution sur des milliers d'années justement de la radioactivité. Justement, Fabien Mouglet, vous les entendez, vous, ces arguments ? Bien sûr. D'abord, je voudrais rappeler que Fukushima n'est pas une catastrophe nucléaire, mais un tsunami et n'a provoqué aucun mort. Et qui s'est abattu sur une centrale nucléaire avec Tout à fait. une radioactivité. Il n'y a pas eu de mort.
Oui, sauf que c'est une zone aujourd'hui à laquelle on ne peut pas vraiment accéder. Je veux bien, pour Tchernobyl, c'est effectivement une c'est pas vraiment en train de se régler, excusez-moi. Je vous conseille pas d'y aller en tout cas. Non. Mais pour ce qui est de Tchernobyl, c'est réellement une catastrophe nucléaire. Et ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'il faut bien comparer les problèmes de mortalité existants, réels et existants aujourd'hui, qui est plusieurs dizaines de milliers de morts en Europe du fait des émissions de particules fines qui contiennent uranium, mercure, dans les fumées de centrales au charbon, parce que ce dont on ne parle pas, c'est des déchets de centrales au charbon. Où ils émettent, les Allemands, les déchets de centrales au charbon? Il les met où? Mais attendez, il les diffuse dans le ciel européen. Et c'est ça qui est très grave. C'est que les déchets nucléaires haute activité, qui représentent 95% de la radioactivité totale, c'est 4000 mètres cubes. Donc, c'est un bâtiment qui fait 20 mètres par 20 mètres par 10 mètres. Et on est en train de avoir peur d'une hypothétique catastrophe. Il n'y en a jamais eu en France, il n'y en a jamais eu en Allemagne. Une hypothétique catastrophe, il n'y avait pas eu de problème pendant 40 ans, et on le met en rapport avec un vrai problème de santé publique. Aujourd'hui est un jour funeste, parce que l'arrêt de 3 centrales nucléaires en Allemagne, pardonnez-moi un instant, l'arrêt de 3 centrales nucléaires en Allemagne va conduire à des décès. C'est un jour funeste en Allemagne, parce que 6% de l'électricité décarbonée, c'est extrêmement grave de le supprimer du mix électrique allemand. En moins de 40 ans, Fukushima, justement, et Tchernobyl, ça fait quand même beaucoup. Et vous parlez d'hypothèses, mais ce sont des hypothèses qui peuvent arriver. C'est les chiffres de l'UNESCAR. C'est une autorité onusienne. Fabien Bouglet, dans mon livre sur le nucléaire, il n'y a pas de problème. Fabien Bouglet, je vais me tourner vers Pauline Boyer, justement. J'imagine, Pauline Boyer, que vous voulez réagir aux propos de Fabien Bouglet. Oui, je ne sais pas par où commencer, du coup... Évidemment qu'il faut arrêter le charbon, qu'il faut sortir du charbon. En fait, vous êtes d'accord sur cette question-là tous les deux? Et bien sûr, et vous partez du principe qu'on peut prolonger des centrales nucléaires en appuyant sur un bouton. Les centrales nucléaires qui sont arrêtées aujourd'hui, elles n'ont pas eu leur visite décennale depuis 2019. Donc on ne peut pas prolonger les centrales nucléaires comme ça n'est pas possible, monsieur. Elles vont mettre des années à démanteler aussi. Ensuite, 0 mort à Fukushima, mais arrêtez cette indécence, s'il vous plaît. Il y a eu des morts suite à l'évacuation de 160 000 personnes à Fukushima. Il y a eu, à cause de l'accident nucléaire. Monsieur les techniciens aussi. C'est un accident nucléaire qui est classé sur l'échelle des accidents nucléaires. Donc arrêtez de dire que c'est vraiment indécent de votre part de dire qu'il y a eu 0 mort à cause de Fukushima, parce que c'est complètement faux. On arrive à la fin de ce débat. Parfait. Je voudrais seulement dire, le nucléaire dans le monde est en déclin. L'année dernière, il est passé sur la barre des 10% en termes de consommation d'énergie dans le monde. Aujourd'hui, la France veut relancer des centrales nucléaires sur un fiasco industriel, puisque le dernier réacteur nucléaire que nous sommes, qui est en construction depuis 15 ans, avec 12 ans de retard et des coûts multipliés par 6. Vous parlez de l'EPR dans la Manche. Ne fonctionne, toujours pas. Donc là, on est sur un modèle... On est habitué au nucléaire bashing. On est habitué au nucléaire bashing de Greenpeace. Il faut écouter la jeunesse. Madame Le Boyer. Parlons de Greta Thunberg, qui a annoncé qu'il fallait relancer le nucléaire. Vous êtes has-been, madame. Je suis désolé. On va pas se lancer. Aujourd'hui, la jeunesse veut du nucléaire, et toutes les études le montrent, toutes les études d'opinion montrent que la jeunesse, pour assurer les problèmes climatiques, souhaite qu'on relance le nucléaire. C'est plutôt une énergie d'avenir. Et l'éolien et le charbon est une énergie du passé. Fabien Bouglet. Et vous vous accrochez à votre modèle périmé, qui n'est pas une énergie d'avenir. On verra ce que le... On est arrivé à la... Excusez-moi, on arrive à la fin de ce débat. Fabien Bouglet, on a entendu votre position pro-nucléaire. Merci Pauline Boyer aussi d'avoir été avec nous, donc de chez Greenpeace. Et on est aussi évidemment, et on a été aussi avec l'ambassadeur justement du climat, du pacte climat de l'Union européenne, qui était avec nous, Pierre-Jean Claus. Pierre-Jean Claus, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous a pas trop entendu sur la fin. Excusez-nous, c'est un débat, vous l'avez vu, inflammable. Merci à vous d'avoir été avec nous.